Bienvenue sur la chaîne nationale, fidèles téléspectateurs. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. C'est l'heure de regarder votre émission Focus Santé. Et pour aujourd'hui, nous vous offrons un numéro spécial sur la drépanocytose. La drépanocytose, première maladie génétique, fait de nombreuses victimes très répandues dans le monde. Elle touche plus de 5 millions de personnes selon l'OMS. La plupart des victimes sont des enfants, un mal qu'il faut à tout prix combattre, et c'est pour mieux le prévenir que nous recevons sur ce plateau Dr Souamgele Sile, médecin, et Madame Gertrude Virginie Badet, fondatrice de l'association des parents d'enfants drépanocytaires du Tchad. Bienvenue à vous, brave dame. Merci, madame. Sachez que si la première tente au quotidien de soulager les souffrances des enfants drépanocytaires, la seconde, elle gère la vie quotidienne de ces enfants. Alors, nous allons ouvrir l'émission avec la toute première question qui s'adressera à Dr Souamgele Sile. Madame, dites-nous en des termes plus clairs, qu'est-ce que la drépanocytose? Merci, madame. Merci pour votre micro. Il est vrai que c'est maintenant qu'on commence à parler de drépanocytose, mais ce mal existe depuis la nuit des temps. Ce mal fait des ravages, comme vous venez de le dire. Ce mal, il y a au moins 5 millions d'individus qui en souffrent. Et ce mal également, chaque année, selon l'OMS, il y a 300 000 enfants qui naissent soit porteurs, soit malades. C'est une maladie génétique, comme vous venez de le dire, donc ça se transmet de parents à enfants. Et qui est due à une modification du gène. Ça dit que sur la chaîne de l'hémoglobine c'est le pigment du globule rouge qui a la capacité de transporter les molécules d'oxygène à travers tout l'organisme. Maintenant, au sein de l'hémoglobine, il y a des chaînes d'acides aminés. Et chaque acide aminé a sa place bien déterminée sur la chaîne. Maintenant, en cas de drépanocytose, il y a une mutation qui s'effectue. Et cette mutation fait que l'acide glutamique, qui a sa place en position 6 sur la chaîne bêta du chromosome 11, se fait remplacer par la valine, qui est aussi un autre acide aminé. Et donc, ça arrive et c'est reçu par l'enfant à travers ses parents. C'est une déformation, c'est une anomalie du gène. C'est cette anomalie-là qui fait que parfois l'acide glutamique, au lieu de rester à sa place en position 6 sur la chaîne bêta, non, il va je ne sais où et il se fait remplacer par la valine. L'hémoglobine normale, c'est AA. Mais là, lorsqu'il y a ce remplacement, au lieu que ce soit l'hémoglobine A, ça devient l'hémoglobine S. Et c'est à cause de cette hémoglobine anormale, appelée hémoglobine S, qu'apparaît le mot drépanocytose. Alors, vu le caractère consanguin de la maladie, comment expliqueriez-vous son mode de transmission d'un parent à son enfant, à sa progéniture? Ben, nous savons que lorsque deux personnes se mettent ensemble, un couple, qui ont un désir de procréation et qui s'accouplent, alors le gène de l'homme et le gène de la femme se mettent ensemble. C'est-à-dire le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme se mettent ensemble. La moitié des gènes seront donnés par le père, la moitié des gènes seront donnés par la mère. Et donc, si le père possède cette hémoglobine anormale, il peut le donner. Comme il peut ne pas le donner s'il est seulement porteur, c'est-à-dire AS. Si la mère aussi en possède, elle peut transmettre. Et c'est ça qui est le point de départ de la maladie drépanocytaire. Et quels sont les signes cliniques de la maladie? Maintenant, les signes cliniques commencent dès l'âge de 4 à 6 mois. Pourquoi? Dans le sein de la mère,
il y a 3 sortes d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine A qui est normale. Il y a cette hémoglobine S là qui est anormale, mais aussi il y a une prédominance de l'hémoglobine appelée fœtale. Et l'hémoglobine fœtale, lui alors, il porte beaucoup de molécules d'oxygène. Et à la naissance, le taux d'hémoglobine fœtale est très élevé chez le nouveau-né. Donc, drépanocytaire ou pas, il ne fera pas de crise. Mais cette hémoglobine fœtale-là baisse, ça diminue au fil du temps, jusqu'à ce que l'enfant atteigne quelques années et ça sera donc remplacé par l'hémoglobine A qui est l'hémoglobine normale. C'est pourquoi, quand l'enfant vient de naître, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le taux d'hémoglobine fœtale le taux étant élevé, il n'y a pas de crise. Mais à partir de 6 mois, quand le taux commence à baisser, salut les dégâts. Et maintenant, chez le jeune nourrisson, les manifestations, c'est ce qu'on appelle communément la dactylie ou le syndrome pied-main. C'est-à-dire, il y a le dos des pieds, des mains et les doigts même qui s'enflent, qui deviennent douloureux. Et l'enfant pleure, il ne fait que pleurer. Vous le touchez, il pleure. Vous lui donnez le lait, il refuse. Chez les grands enfants et chez les adultes, il y a 3 signes principaux. Il y a l'anémie, il y a les douleurs, surtout au niveau des grandes articulations. L'enfant a mal partout, il pleure, même l'adulte ne supporte pas. Et en dehors de ça, il y a le syndrome infectieux. Les drépanocytaires sont vraiment sujets à l'infection. Les enfants ont trop mal quand la maladie se manifeste. Alors, Madame Gertrude, vous avez fondé une association dénommée Association des parents d'enfants drépanocytaires au Tchad. Quelle est la motivation de cette association? Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder cette association? D'abord, merci à docteur parce qu'elle m'a encore permis de voyager dans des souvenirs et qui aime vraiment les motivations. C'est parce que moi-même, je suis mère porteuse des enfants. Donc j'ai procréé des enfants malades. Donc, et c'était pas parce que j'ai porté des enfants malades. Étant gestionnaire de formation, j'ai dû abandonner mon cursus universitaire parce que il fallait me retrouver tout le temps entre 2 hôpitaux. Et moi-même ne sachant pas ce qu'il y avait exactement, et un beau matin, on m'annonce la drépanocytose. Et la motivation était la douleur de l'enfant. Il n'y a que la maman qui peut ressentir cette boule qui est dans le cœur. Parce que les pleurs ne sont pas déterminés, ni caractérisés, ni choisis, ça n'a pas de temps. Et l'enfant te fait des signes comme quelqu'un qui veut quémander quelque chose mais qui n'arrive pas à parler. Vous faites comme un langage de sourds et de muets. Il communique avec les yeux parfois. Quand il te dit n'en peut plus, tu peux lire sur le regard du bébé. Et après, quand j'ai découvert que c'est ça, j'allais derrière les pédiatres et tout, je me rendais compte que je ne suis pas la seule. À un moment donné, la famille ne te comprend pas, les amis, l'entourage, ce n'est pas ça. Et quand tu approches d'autres personnes qui viennent à la consultation, les histoires sont presque similaires. Et après, toi-même, tu commences à vivre ce que d'autres vivent ou bien tu es encore mieux ou tu es plus pire encore. Bref, c'est les circonstances de ce que moi j'ai traversé. Comment vous gérez au quotidien ces enfants-là? Comment vous arrivez à les gérer? Je prends d'abord le cas de mes enfants. C'est vrai que les années sont passées, j'ai appris. On n'apprend pas de nous, mais on apprend des docteurs. Il y a il y a des conseils qu'ils donnent. Et je pense que c'est la disposition et la volonté. Parce que je pense que si j'avais négligé, moi-même je serais partie ou j'aurais perdu d'âge que j'ai perdu, même si tu suis. Mais je pense que en respectant d'abord l'assiduité à la consultation et à venir aussi écouter, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ici comment ça se passe, mais on nous envoyait voir des éducateurs en pédiatrie. Quand les enfants jouaient, on était avec des personnels soignants mélangés, médecins, infirmiers, des personnes assistants sociales, psycho. C'était tout un mélange, mais ce qui était là,
c'était de partager ce qu'on vivait, donc comment on gérait les douleurs. Donc c'est pour ça que je dis c'est toute une équipe qui nous a vraiment coûté, moi personnellement, de comment je peux aller pour éviter cela. Les premiers étaient l'eau à volonté. Et quand tu rentres, tu dis l'eau à volonté. Moi-même, je commençais, que je veuille ou pas, l'eau. Et après 3-4 mois, les médecins m'encourageaient. Les pédiatres disaient comment je faisais. J'ai dit, mais vous m'avez dit l'eau à volonté. Je ne respectais, je regardais plus les surhommes ni quoi. Pour moi, c'était l'eau à volonté, puisque c'était le sein que l'enfant prenait. Alors, j'ai commencé à donner de l'eau. Tous les 15 minutes, je cours, je viens, je donne de l'eau. Je me rendais compte que l'enfant parfois dormait beaucoup, parce que j'ai beaucoup donné. Il faisait comme s'il ne pouvait plus respirer et le sommeil l'emportait. Mais quand ça quittait la face du bébé, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a que pour moi vraiment, je cours à l'hôpital. C'est les médecins qui gèrent avec des trucs. Et nous, maman, ce qu'on fait, on donne de l'amour. Pour être honnête, j'ai vu mes enfants grandir avec ces douleurs. Il n'y a rien d'extraordinaire que de poser ses mains, de jouer un peu de thérapeute à la maison. D'aucuns disent, docteur, que si vous avez un lien de parenté et que vous vous mariez, du coup, vous faites des enfants drépanocytaires. Alors, Madame Gestrue, est-ce que vous êtes parent avec votre mari? Excusez-moi, non, on n'est pas parents. Et quand on nous a fait comprendre que ce n'est pas seulement des parents, pourquoi on est porteur? Mais parce qu'on n'avait pas fait des tests prénuptiaux. On n'avait pas... on s'était arrêté simplement sur les tests que tout le monde récite, hépatite, VIH. On n'avait même pas fait d'autres. Je crois que c'était les premiers que les parents exigeaient. Docteur, est-ce que les textes prénuptiaux, comme elle venait de le dire, sont vraiment importants pour prévenir la maladie? D'une importance capitale. C'est, en fait, le dépistage constitue la porte d'entrée à la prise en charge. Et moi, je dirais qu'il ne faut pas attendre les tests prénuptiaux. Il faut commencer dès le lycée, avec les adolescents. C'est un continuum de soins. On commence, on ratisse les adolescents au niveau du lycée. Maintenant, ceux qu'on va rater, on va les rattraper pendant le dépistage prénuptial, avant le mariage. Il faut que les tests soient faits. Maintenant, si on les rate ici aussi, alors on attend la femme enceinte de l'autre côté. Dès qu'elle vient pour la consultation prénatale, il faut lui proposer ce test. Et si vous lui proposez ce test, si elle est porteuse, le mari, on l'ignore pour l'instant. Mais dès que son enfant naît, il faut faire le dépistage néonatal à cet enfant-là. Si le dépistage néonatal est fait et que l'enfant, il s'avère que l'enfant est porteur, ou bien l'enfant est carrément malade, c'est-à-dire il est SS, dès les 3 mois, dès qu'on sent que le taux d'hémoglobine fœtale va commencer par baisser, on prend en charge cet enfant. La parenthèse, c'est qu'on avait proposé au couple de Mme Virginie le divorce. Mais aujourd'hui, même si le couple, on fait le dépistage prénuptial et que le mari est porteur, la dame, la future épouse est porteuse, ou bien si les deux sont malades, et qu'ils vous disent non, 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 nous on ne se sépare pas, nous on doit continuer notre vie ensemble, qu'advienne qui pourra. Mais dans ce cas-là, vous devez jouer le rôle d'accompagnateur. Vous les accompagnez dans leur mariage, dans leur état de santé, vous serez le médecin, vous serez toujours là, jusqu'à ce que, quand la femme va vouloir concevoir, vous allez d'abord faire un bilan pour elle, voir si son taux d'hémoglobine est normal et va lui permettre de supporter la grossesse, voir si elle n'a pas d'infection à gauche, à droite. Si elle est vraiment apte à supporter la grossesse, elle peut prendre sa grossesse. Quand elle va accoucher, alors vous prendrez en charge l'enfant. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en Europe, en France, il y a des drépanocytaires qui ont 70, 80, 90 ans de vie et qui n'ont jamais fait de crise. Ça a été, comme elle le dit, une boule dans mon estomac. Et comme je coordonne le DS de pédiatrie, avec les patrons, on a initié le dépistage néonatal pour savoir est-ce que c'est faisable dans notre pays. Effectivement, c'est faisable.
J'ai dû débourser pour commander les bandelettes. Et nous avons testé, on a commencé par demander aux dames qui viennent en CPN de faire leur électrophorèse de l'hémoglobine. Maintenant, parmi elles, on a réquisitionné, enfin, on a sélectionné celles qui sont soit porteurs, c'est-à-dire AS, soit celles qui sont SS. Et on a échangé les numéros et tout. Et dès que cette femme est en travail d'accouchement, elle appelle. Dès qu'elle accouche, nous, on est là, on fait le test au bébé. On fait le test au bébé. Et aujourd'hui, on a un grand nombre d'enfants que nous avons testés pendant la période néonatale. Et nous commençons à les suivre. Nous verrons où est-ce qu'on va arriver avec ça. Mesdames, Messieurs, nous vous proposons ce reportage sur la drépanocytose réalisé par une de nos équipes à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Première maladie génétique de l'hémoglobine, la drépanocytose est très répandue dans le monde et touche plus de 100 millions de personnes selon l'OMS. Elle se manifeste chez les patients par des vertiges, des essoufflements dus à une anémie sévère provoquée par la maladie. Au Tchad, la drépanocytose fait de nombreuses victimes, dont les principales sont les enfants. Pour maîtriser la prévalence de la maladie et garantir un suivi conséquent, un centre national de lutte contre la drépanocytose a été créé. Logé dans les enceintes de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, ici, la prise en charge des personnes vivant avec ce mal est assurée. Selon le médecin traitant, la drépanocytose est physiopathologie, c'est-à-dire que la transmission s'effectue des parents à la progéniture. Salma Ange Badek, âgée de plus de 12 ans, souffre de la drépanocytose depuis sa naissance. Elle mène un mode de vie assez particulier et strict. Je ne dois pas être à l'air libre, je dois toujours être couvert, toujours avec le pull, le collant, les chaussettes, tout. Je ne dois pas faire sport, pas jouer. Je dois beaucoup plus être relaxé, jamais être dans les nerfs. Comme Salma Ange, beaucoup d'autres enfants vivent avec la drépanocytose. Puisqu'il n'existe pas encore un traitement curatif indiqué contre la drépanocytose, une bonne alimentation est indispensable pour la survie des victimes. Pour accompagner les autorités en charge de la santé publique dans la lutte contre cette maladie génétique, de groupes de personnes se constituent en association, parmi lesquelles l'association de l'enfant drépanocytaire. Madame Gertrude, dites-nous quel est exactement le rôle de votre association dans la lutte contre la drépanocytose. Nous jouons le rôle d'aller dans les domiciles, de nous approcher des médecins, de médiatisation entre les médecins traitants et les familles. Voilà d'abord la première vision que nous avons portée. Dans la vision également, était de ramener la femme à être confiante, de ne pas lâcher parce que ce n'est pas la fin du monde d'avoir des enfants drépanocytaires. Donc nous avons un volet d'accompagner les mamans drépanocytaires. Et dans notre plaidoyer également, c'est ces enfants à la fleur d'âge qui refusent carrément les études. Pourquoi? Parce qu'ils ont encaissé le rejet, ils ont fermé leurs portes. Et nous, associations, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de ces adolescents pour essayer de les montrer, les encourager dans plusieurs activités que nous menons, comme l'arbre de Noël des enfants drépanocytaires, accompagner l'enfant drépanocytaire en milieu scolaire, la réinsertion avec les femmes vulnérables, et dans la lutte que l'association des parents d'enfants drépanocytaires mène, parce que je n'ai que cela. Or, on a un volet drépanocytaire qui sont des hommes d'action, qui se lèvent pour donner un don, qui agit. Donc, dans l'association, on a le volet drépanocytaire qui agit pour aider une personne. Alors, docteur, dites-nous quel mode de vie faut-il exactement adopter pour vivre longtemps avec la maladie? On commence le suivi très tôt, au stade de jeune nourrisson.
2. Boire beaucoup. 3. Prendre ces médicaments régulièrement tous les jours, mais surtout respecter ses rendez-vous avec le médecin. Le gros du travail, c'est faire passer le message pour que les gens comprennent ce que c'est que les exigences de cette maladie-là et qu'ils y adhèrent massivement. Si les parents pouvaient vraiment comprendre, si les parents pouvaient aider l'enfant en le recadrant pour qu'il prenne tous les jours ces médicaments, qu'il boive beaucoup, qu'il mange bien, on va commencer par avancer. Néanmoins, je pense que vous avez posé une question qui était passée inaperçue. C'est-à-dire, vous aurez appris que c'est quand les deux membres de famille se marient. Mais justement, si moi je suis porteuse et que mon frère est porteur, n'est-ce pas? Nous sommes des frères biologiques. Mais nos enfants seront soit des porteurs, soit des malades. Et si on croise nos enfants, le mal va aller de l'avant. Vous voyez, non? Donc, quand on est des parents, ça ne sert pas de se marier. Mais le cas de Mme Virginie, c'est que chacun est venu de son côté. C'est un cas très, très délicat. Voilà, mais ils sont aussi des porteurs, tous les deux. Donc, chez nous, au Tchad, c'est l'endogamie, le mariage dans la famille, qui a fait que la drépanocytose a pris de l'ampleur. Vraiment. Parce que dans les années 70, on n'en parlait pas. Donc vous conseillez qu'on évite les mariages entre cousins. Consanguins, oui. Le mariage consanguin vraiment devrait être évité. Maintenant, l'autre problème, et c'est le plus grave, c'est que quand il y a des enfants drépanocytaires dans la famille, le cas par exemple de Mme Virginie où chacun est venu de son côté, qui porte le chapeau? C'est toujours la femme. On dit que c'est elle la malade. On laisse le monsieur de côté, on dit c'est elle, on va la divorcer. C'est-à-dire qu'elle serait l'objet, elle devient même comme une poubelle sur laquelle on jette tout ce qui est mauvais. Alors que c'est une maladie héréditaire. Mais ici en Afrique, on dit non, elle, dans ses origines, il y a le shaitan. C'est-à-dire on prend l'enfant drépanocytaire, on rend lourd, on va l'enrouler de quelque chose, on le cache au fond là-bas. Ils sont toujours cachés derrière là-bas, ces enfants-là. Non, ce n'est pas leur place. Leur place, c'est sous le soleil. Madame, comme le temps nous prend à la gorge, Madame Gertrude, on va aller rapidement. Dites-nous vos derniers mots par rapport à ce que vous gérez au quotidien et les difficultés que rencontre votre association. Tout ce que nous faisons, on le fait d'abord premièrement pour celui qui nous a créés, Dieu, Allah. Donc, celui qui nous donne la force. À ce qui concerne l'association, toujours interpeller tous ceux qui se lèvent activement. Peut-être il n'y a pas une rémunération physique que quelqu'un verra, mais toute bonne œuvre ne se perd jamais. Peut-être on parle de l'association des parents d'enfants aujourd'hui, demain il y en a tellement, et je demande seulement à tous ceux qui font ce travail de vraiment le faire. C'est tellement grand que nous seuls, on ne peut pas couvrir, les parents ne peuvent pas couvrir, les docteurs ne peuvent pas couvrir. Il y a même des personnes qui n'ont pas de la maladie, mais qui tendent la main à ces personnes. Donc, je vais juste saluer tout le reste et les parents qui nous écoutent, de ne pas lâcher à la prière. Je ne peux qu'encourager ces malades, ces parents, tout ce bureau qui travaille, ces membres de l'association, dans l'association APED, que ce soit Drépano Tchad ou Adjassa, tous ceux qui se lèvent pour lutter, que ce soit Élan de l'Espoir, que ce soit Action Drépanocytose. Je sais qu'il y a des gens qui se lèvent pour aider ces personnes. Des hôpitaux sont créés à N'Djamena, hors de N'Djamena. Il y a des personnes de bonne volonté qui donnent vraiment dans l'ombre, mais qui donnent du sourire à ces personnes, à nous. Donc moi je dis merci qu'Allah seul les récompense. Voilà, voilà qui est bien dit. Nous appelons tous à l'unité d'action contre la drépanocytose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télé Tchad pour un nouveau numéro.